Si vous vous demandez pourquoi l'Iran survit contre toute attente, il faut comprendre le tour de magie. Ce n'est hélas pas un tour amusant, mais dangereux. Un tour qui a réussi à duper les gouvernements les plus puissants du monde à 5 reprises en 23 ans. Et en ce moment même, alors que vous écoutez ceci, il se peut que cela se reproduise. Le tour fonctionne ainsi. Un pays est surpris en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas. Le monde exige qu'il arrête. Le pays accepte de discuter. Les discussions durent des mois, parfois des années. Les experts annoncent qu'un accord est conclu. Un accord cadre est signé. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Et puis, discrètement, le pays recommence exactement ce qu'il faisait auparavant. Mais désormais, il est plus fort, mieux financé et s'est offert des années de répit. Le pays, bien sûr, c'est l'Iran et l'astuce, c'est la diplomatie. Et à la fin de cet épisode, vous ne verrez plus jamais un titre d'actualité sur l'Iran de la même façon. Avant d'entrer dans le sujet, il faut savoir qui réalise ce tour, car cela n'a de sens qu'en comprenant la pensée de la République islamique. Bienvenue dans Mira Keshan sur JNS TV. Allons-y sans plus attendre. Le régime clérical iranien, le système qui dirige le pays depuis la révolution de 1979, ne pense pas en cycle de 4 ans. Il n'a pas d'élection qui compte. Il n'a pas de population capable de le renverser par le vote. Le guide suprême est en fonction à vie. Les gardiens de la révolution, le CGRI, obéissent à la théologie et non aux électeurs. Et cela a beaucoup d'importance, car chaque gouvernement occidental qui a déjà négocié avec l'Iran fonctionne selon un calendrier. Les présidents américains ont 4 ans. Les gouvernements européens vont et viennent. Les secrétaires d'État vont et viennent. Les personnes assises en face des négociateurs iraniens sont toujours à un certain niveau pressées. L'Iran, cependant, n'est jamais pressé. De son point de vue, il s'agit de centaines d'années. Son seul objectif est de continuer à survivre jusqu'à ce que Dieu intervienne et que leur Messie arrive. Il existe une expression utilisée dans la culture de négociation persane ta'aruf qui décrit un système élaboré de politesse ritualisée, d'offres, de refus et de nouvelles offres. Encore une fois, la surface de la conversation et l'intention réelle sous-jacente sont deux choses complètement différentes. Les diplomates occidentaux ayant négocié avec l'Iran racontent qu'après des réunions chaleureuses, ils pensaient avoir progressé, mais découvrirent le lendemain, en lisant les déclarations publiques iraniennes, une toute autre version. C'est une stratégie, non un malentendu culturel. Ils procrastinent de manière professionnelle, prolongeant les discussions sans aboutir à des progrès concrets, tout en faisant avancer les programmes sous-jacents que les négociations sont censées arrêter, c'est-à-dire leur capacité nucléaire. Gardez cette expression en tête. Prolonger sans céder. Avancer tout en discutant. Et maintenant, voyons ce qui se passe. Nous sommes en 2003. Les services de renseignement occidentaux et un groupe d'opposition iranien viennent de révéler quelque chose qui n'était pas censé exister. Une installation secrète d'enrichissement d'uranium dans un endroit appelé Natanz. L'Iran développait un programme nucléaire en secret. Et maintenant, le monde est au courant. La pression est immédiate. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, principaux pays de l'Union européenne, défient Téhéran. L'ONU intervient. La question est, que fait-on? Puis, l'Iran agit de façon inattendue. L'Iran accepte de s'asseoir à la table des négociations, pas seulement discuter. Il accepte de suspendre l'enrichissement d'uranium. Il signe ce qu'on a appelé la déclaration de Téhéran. L'Iran ouvre ses installations aux inspecteurs. Les diplomates européens sont repartis avec le sentiment d'un accomplissement historique. La crise a été évitée. Mais voici la réalité des faits. Hassan Rouhani était le principal négociateur nucléaire de l'Iran à l'époque. Des années plus tard, dans un discours qui a été enregistré et divulgué, il a décrit l'accord de 2000 avec une franchise remarquable. Il a dit que pendant la période de suspension, alors que l'Iran souriait devant les caméras et coopérait avec les inspecteurs, l'Iran achevait la construction d'une autre installation de conversion d'uranium à Ispahan. Maintenant, nous la connaissons très bien. Selon lui, les négociations ont surtout offert le temps de finir le travail. Ils n'ont jamais voulu céder, ils voulaient seulement un bouton pause. Appuyer dessus exactement au moment où l'Iran avait besoin de finir quelque chose, relâché dès que c'était terminé. 2 ans plus tard, en 2005, un nouveau président a été élu, Mahmoud Ahmadinejad, un radical qui faisait passer Rouhani pour un modéré. L'Iran a annoncé qu'il reprenait l'enrichissement. Les négociateurs européens ont quitté la table. Les discussions se sont à nouveau effondrées. L'Iran est sorti de ces 2 années avec une installation achevée qu'il n'avait pas auparavant. C'était le premier stratagème, et il a fonctionné. Les années suivantes, l'Iran et l'Occident sont restés dans l'impasse. Sanctions de l'ONU, pression financière américaine, enrichissement poursuivi par l'Iran.
Mais quelque chose d'intéressant se passait pendant cette période, que la plupart des gens n'ont pas remarqué. L'Iran devenait de plus en plus doué pour ce stratagème. Il a compris qu'il n'était pas nécessaire d'être en pourparlers actifs pour utiliser la diplomatie comme un bouclier. Il suffit simplement de maintenir la possibilité de discussion ouverte. Tant qu'il existe une voie diplomatique, même gelée, même si elle n'avance pas, cela freine toute action militaire. Les gouvernements occidentaux ne frappent pas les pays avec lesquels ils négocient, ni ceux avec lesquels ils pourraient négocier, ni ceux qui se disent ouverts à la négociation. L'Iran affirmait rester ouvert à un accord, mais posait constamment de nouvelles conditions, empêchant le début réel des discussions. Pendant ce temps, de 2006 à 2013, l'Iran est passé d'environ 3000 centrifugeuses en fonctionnement à plus de 19 000 centrifugeuses. Il est passé de l'enrichissement de l'uranium à de faibles niveaux à un enrichissement à 20%, un pas important vers la qualité militaire. Il a construit un deuxième site d'enrichissement enfoui profondément dans une montagne à Fordow, spécialement conçu pour résister à une frappe aérienne. Rien de tout cela ne s'est produit lors de négociations, mais alors que le monde débattait de leur nécessité. Et c'est là que l'astuce atteint vraiment son apogée. En 2013, l'Iran a élu un nouveau président, Hassan Rouhani. Oui, le même homme qui avait mené les négociations de 2003, l'homme qui avait admis, enregistré sur bande, que ces négociations avaient permis de gagner du temps pour finir Ispahan. Il était de retour. Et cette fois, il est venu avec un ministre des Affaires étrangères nommé Javad Zarif, qui avait un doctorat d'une université américaine, qui était charmant, éloquent, donnait d'excellentes interviews et faisait sentir aux journalistes occidentaux qu'il parlait à quelqu'un de très raisonnable. L'administration Obama voulait évidemment un accord, poursuivi depuis des années, avec des discussions secrètes à Oman. Il y avait une véritable volonté politique du côté américain. Ce qui a suivi, ce sont 20 mois de négociations. John Kerry et Mohammad Javad Zarif se sont rencontrés 18 fois dans 11 villes différentes et en juillet 2015, ils ont signé le JCPOA, le plan d'action global commun, l'accord nucléaire iranien. Le monde occidental a poussé un soupir de soulagement. Voici ce que disait réellement l'accord, cependant. Débarrassé du langage diplomatique. L'Iran a accepté de limiter son enrichissement pendant 10 ans. Après 10 ans, les restrictions expiraient et l'Iran serait légalement libre d'enrichir à n'importe quel niveau qu'il choisirait. L'Iran n'a démantelé aucune centrifugeuse. Il n'a pas exporté son savoir-faire nucléaire hors du pays. Il a simplement mis en pause et limité. Il ne s'est pas désarmé. Et en échange, l'Iran a obtenu un allègement immédiat des sanctions, l'accès à environ 100 milliards de dollars d'avoirs gelés et la réintégration sur les marchés pétroliers mondiaux. Ces exportations de pétrole, réduites de moitié par les sanctions, ont de nouveau explosé. Netanyahou, toujours vu comme le diable, l'a qualifié de catastrophe et a été jugé alarmiste. La plupart des responsables occidentaux ont salué cet accord comme historique, mais voyez ce qui s'est passé ensuite. L'argent arrivé après l'accord n'a pas servi à reconstruire les hôpitaux ou réparer les routes iraniennes, ce qui pourrait vous surprendre. Il est allé au Hezbollah, qu'il l'a utilisé pour se réarmer à un niveau qu'il n'avait pas connu depuis 2006. Il est allé aux Houthis au Yémen. Il est allé aux milices chiites en Irak et en Syrie. Il est allé au Hamas à Gaza. Le budget des gardiens de la révolution a augmenté. Le programme de missiles balistiques de l'Iran s'est accéléré. Eh bien, l'Iran a respecté la lettre de l'accord à peine, et avec des violations constantes à la marge, tout en veillant à ce que les connaissances, l'infrastructure et les centrifugeuses soient toutes préservées et prêtes pour le moment où les restrictions seraient levées. Ils ont pu violer l'accord par petites touches, sachant que les États-Unis voulaient sa réussite. Les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de perdre l'accord pour des raisons électorales, et ils n'allaient pas tout arrêter pour de petites infractions. Et souvenez-vous, l'Iran a tout le temps devant lui. Qu'est-ce que 10 ans face à un plan sur 500 ans? Ils ont donc continué à faire pression, sachant à qui ils avaient affaire. Et puis Donald Trump arrive au pouvoir, et il sait que si vous cédez un peu, ils en profitent beaucoup. Alors Donald Trump se retire de l'accord en 2018, mais à ce stade, l'architecture régionale financée par l'Iran via l'allègement des sanctions était déjà achevée. Après l'effondrement de l'accord, l'Iran a repris l'enrichissement. Et cette fois, cela s'est accéléré bien au-delà de ce qui avait été atteint en 2015. En 2024, l'Iran disposait de suffisamment d'uranium enrichi pour, selon les estimations, fabriquer entre 4 et 11 engins nucléaires. L'accord n'a pas arrêté le programme. L'accord a financé le programme et lui a assuré 10 ans de protection. C'est leur deuxième astuce, plus réussie que la première. Mais voici la partie la plus frustrante de l'histoire. Le schéma devient évident et pourtant personne ne l'arrête. En 2021, lorsque l'administration Biden est arrivée avec la volonté de rétablir l'accord nucléaire, le schéma n'était plus un secret. Il avait été largement documenté, analysé et commenté.
Les mêmes groupes de réflexion, analystes et anciens diplomates qui avaient observé les événements de 2003 et 2015 étaient à nouveau témoins de ceux de 2021 et ils voyaient exactement les mêmes manœuvres. L'Iran a accepté des pourparlers indirects à Vienne. Les discussions se sont éternisées. Les échéances ont été fixées puis dépassées. Les experts n'arrêtèrent pas d'annoncer qu'un accord était proche. Le mot imminent était si souvent utilisé dans les journaux qu'il en a perdu le sens. L'Iran poursuivait l'enrichissement et les discussions n'aboutissaient jamais. Un accord aurait été très proche à l'été 2022 et vous serez très surprise d'apprendre qu'il n'a pas été conclu et que les discussions ont finalement stagné. Que s'est-il passé durant ces négociations prolongées, proches mais jamais conclues? L'Iran est passé du stade où il disposait d'uranium enrichi à 60%, ce qu'il n'avait même pas en 2015, à celui où il accumulait suffisamment de matière pour que l'AIEA estime qu'elle pourrait théoriquement servir à plusieurs engins nucléaires si elle était davantage enrichie. L'Iran a continué à enrichir tout en discutant. Il a progressé tout en négociant. Même astuce pour la troisième fois. Puis est arrivé 2025, deuxième mandat de Trump. 5 discussions à Oman et Rome. Progrès important. Accord presque atteint. La ministre Marini est allée à Washington informer la Maison-Blanche. Les Américains sont partis de Genève déçus. Les Omanais ont évoqué des progrès. L'Iran a affirmé avoir enrichi, jugeant l'enrichissement non négociable. L'écart entre ce que disaient les médiateurs et ce que l'Iran proposait réellement était immense, mais les discussions ont continué. C'est pourquoi Donald Trump était différent et qu'ils ont tant tenté d'empêcher son arrivée au pouvoir. Parce que le 9 juin 2025, l'Iran a de nouveau rejeté la proposition américaine. Quoi de neuf? 2 jours après, l'AIEA a constaté la non-conformité de l'Iran, qui a alors annoncé une troisième installation d'enrichissement. 2 jours après cela, Israël a finalement frappé. Cette fois, la ruse a échoué. Non pas parce que quelqu'un a compris le jeu, mais parce que le temps s'est écoulé d'une manière différente de ce que l'Iran attendait. Nous y reviendrons bientôt. Leur schéma est facile à comprendre après 4 occurrences. Dès que vous envoyez la mécanique, vous la reconnaîtrez à chaque fois. Première étape. Accepter de discuter uniquement lorsque la pression devient insupportable. L'Iran n'accepte jamais de négocier de son plein gré. Lorsque l'action militaire, l'effondrement économique ou l'instabilité deviennent dangereux, il négocie. Les discussions ne montrent pas de bonne volonté, mais servent de soupape face à la pression. L'Iran l'ouvre juste assez pour relâcher la pression, puis referme. Ensuite, deuxième étape. Mettre en avant une figure modérée. Chaque cycle de négociation sérieuse a mis en avant une personnalité iranienne qui paraît raisonnable aux yeux des Occidentaux. Rouhani en 2003, Rouhani de nouveau en 2013. Zarif, ministre des Affaires étrangères charismatique et titulaire d'un doctorat obtenu aux États-Unis, incarne une modération réelle face au dur. Mais ce n'est pas lui qui contrôle le programme, c'est le guide suprême et les gardiens de la révolution. Le visage modéré n'est qu'une vitrine, la réalité est ailleurs. Cela mène à la troisième étape. Donner l'impression de progrès lors des discussions sans réel avancement, c'est sûrement la partie la plus sophistiquée. Les discussions doivent sembler suffisamment productives pour que l'autre partie ne quitte pas la table, mais pas assez pour qu'elles aboutissent réellement. Cela signifie offrir quelque chose de minime, puis le retirer plus tard. Être d'accord sur le principe, mais en désaccord sur la pratique. Laisser les médiateurs annoncer des avancées. Laisser la presse occidentale écrire des articles pleins d'espoir. Garder l'autre partie engagée. La ministre des Affaires étrangères Marini annonçant des progrès significatifs après une session où les Américains sont repartis déçus, ce n'est pas une contradiction. C'est simplement la ruse qui fonctionne exactement comme prévu. Et ensuite, pour avancer, utiliser le temps gagné pour faire progresser le programme. C'est tout l'objectif. Chaque mois de négociation est un mois d'enrichissement. Chaque cadre discuté évite une frappe militaire. Les négociations n'ont pas à aboutir, mais doivent juste durer assez pour que l'Iran termine son projet. Cela mène à la cinquième étape. N'accepter un accord que lorsqu'il offre un allègement concret et immédiat en échange d'une série de restrictions limitées dans le temps. Si l'accord est inévitable, si la pression devient si intense que le refus signifierait l'effondrement du régime, l'accord minimum acceptable pour l'Iran a toujours la même forme. Un allègement immédiat des sanctions, la libération des avoirs gelés, des flux massifs d'argent, et en échange, des restrictions sur l'enrichissement qui prennent fin après une décennie ou plus. Encore une fois, ils ont tout le temps devant eux. Et tant que les centrifugeuses sont préservées, que les connaissances sont préservées et que l'infrastructure est préservée, cela ne leur pose aucun problème. Tout ce que l'Iran concède n'est qu'une pause. Tout ce que l'Iran reçoit est permanent et leur permet de continuer à se renforcer. Vous avez maintenant ce que vous n'aviez pas il y a 30 minutes. Vous comprenez maintenant ce qu'ils font. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. La prochaine fois que vous verrez un titre disant que l'Iran et les États-Unis sont proches d'un accord, vous saurez demander qu'est-ce que l'Iran obtient immédiatement et qu'est-ce qu'il abandonne de façon permanente.
Si l'Iran obtient un allègement immédiat des sanctions et stoppe l'enrichissement 10 ans, vous comprenez ce que cela implique. La prochaine fois qu'un médiateur annoncera des progrès significatifs, vous saurez qu'il faut regarder ce que l'Iran propose réellement dans les négociations et non ce que le médiateur dit de l'ambiance dans la salle. La prochaine fois qu'on parlera de négociateurs iraniens modérés, demandez qui contrôle le programme nucléaire et si cette personne était présente. Ce tour marche seulement sur ceux qui l'ignorent. Maintenant, vous le savez. Mais la vraie question reste, la cinquième fois les fera-t-elle enfin céder? Ou bien s'agit-il simplement d'une nouvelle version de l'ancien tour parce que l'Iran n'a qu'un seul plan, il doit survivre. Ils ont compris le fonctionnement de l'Occident et exploité ses faiblesses à leur avantage. La question est de savoir si l'Occident apprend les astuces islamiques utilisées contre lui et les retourne contre eux. Cela, mes amis, nous le verrons avec le temps. Je suis Yerke et je vous retrouve la prochaine fois.